On sait que ça fait longtemps que vous êtes toujours député. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques idées de changer, d'aller peut-être à un autre poste si jamais M. Marc Carney vous faisait appel en tant que ministre ou alors, je ne sais pas, un autre poste que député? Est-ce que vous aurez un goût pour autre chose? Dans Louis Hébert, on a des enjeux en matière de logement. Il faut qu'on construise plus, notamment du logement abordable. Et pendant plusieurs décennies, le gouvernement fédéral, sous des administrations libérales et conservatrices successives, s'était désengagé du logement. Et depuis 2015, on est de retour. Et on est de retour au point où ici, dans le comté, c'est plus de 550 logements abordables qui ont été bâtis au cours des dernières années. Dans la région, c'est des centaines, voire des milliers, quand on combine tous les... Les enjeux les plus importants qui font vibrer la population du Québec, ou au moins de votre circonscription, Louis Hébert, oui. Lesquels ressortent le plus? Bien, c'est sûr. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Nous sommes avec M. Joël Lightbound. Déjà depuis 2015, il est engagé en politique. Il avait pris le temps de se retirer du côté médiatique, mais là, il réapparaît. Comme vous le savez, les élections ont commencé et M. Lightbound se présente à son propre poste. Il vient nous parler non seulement des raisons pour lesquelles il a décidé de se relancer, il vient nous parler aussi de la situation socio-politique et économique au Canada, et il vient aussi nous partager son sentiment par rapport à la crise que nous vivons. Alors nous allons discuter avec lui. Bonjour Monsieur Lightbound. Bonjour Florent, merci pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là et je veux simplement souligner tout le travail que tu as fait avec Diaspora Interaction pour inaugurer aujourd'hui, parce que là tu ne l'as pas mentionné, mais c'est la première entrevue qu'on fait dans vos nouveaux studios au Campanile, au cœur de Sainte-Foy. Je sais tout le travail qui est derrière ça, je t'en félicite, toi et toute ton équipe. Chapeau, puis merci de faire ce que tu fais parce que c'est important de diffuser à toutes les communautés à Québec, ce qui se fait ici à Québec, et je pense que vous faites œuvre utile ici à Québec. Donc, mes félicitations Florent, et je suis honoré d'inaugurer votre studio. Oui, c'est vrai, nous inaugurons notre studio avec M. Lightbound sur ce tapis blanc. Première question, comment ça va? Ça va très bien, Florent. Je me sens une énergie renouvelée en politique alors qu'on a entamé cette campagne électorale. On est déjà à peu près au 13e jour aujourd'hui. Ça se passe très bien. Et je questionne un peu, par exemple, la prémisse de ton introduction. Quand tu dis que j'ai pris une pause médiatique, c'est vrai que des fois, j'ai été un petit peu plus à l'écart ces derniers temps, mais j'ai quand même été très présent, que ce soit, par exemple, sur le dossier du conflit à Gaza, pour demander dans les médias un cessez-le-feu, un embargo sur la vente d'armes à Israël, une reconnaissance de l'État palestinien, que ce soit sur les enjeux ici de la région de Québec en faveur du projet de tramway, des fois en questionnant le projet de troisième lien qu'on a vu qui a fait beaucoup couler d'encre ici à Québec. Donc, je n'ai pas été si absent que ça, mais... absent peut-être de Diaspora, c'est peut-être peut-être Diaspora. Ça fait un moment qu'on s'est vu. Mais j'attendais l'inauguration de vos nouveaux studios. Mais non, je me sens une énergie renouvelée parce que en ce moment, la crise à laquelle on fait face avec les tarifs qu'impose M. Trump et aussi le désordre qu'il amène à l'ordre économique mondial, ça demande beaucoup de sérieux dans la réponse qu'on offre au Canada pour défendre nos entreprises, défendre les travailleurs, aussi diversifier nos partenaires commerciaux, puis regarder comment est-ce qu'on peut faire du Canada un pays qui est plus résilient économiquement, conscient du fait que maintenant notre partenaire commercial principal, les États-Unis, ne sont plus le partenaire fiable qu'on a connu par le passé. Et pour moi, cette énergie me vient entre autres du nouveau leadership qu'il y a au Parti libéral sous la gouverne de M. Carney. On va y arriver. Pour moi, a l'expérience,
le leadership dont on a besoin à ce moment précis de notre histoire. Et j'ajouterais, parce que c'est sûr que je n'ai pas la réputation d'être le plus partisan. Il m'est arrivé de m'élever, disons, au-dessus de la ligne de parti, mais je ne peux pas m'empêcher de percevoir que l'élection de Pierre Poilievre à la tête du pays, ce serait un grave recul à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'environnement, de la recherche, des politiques sociales comme le régime canadien de soins dentaires, l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit en logement. Et pour moi, ça me motive quand même. Et bien, j'ai décidé de me représenter bien avant l'arrivée de M. Carney, parce que je me disais, si je peux faire de Louis Hébert, donc Sainte-Foy-Séré-Cap-Rouge, un rempart contre ce recul qui a des effluves un peu aussi, quand on regarde M. Poilievre, de ce qui se passe au sud de la frontière. Il adopte souvent les mêmes tactiques, la même rhétorique que M. Trump. Ça m'a motivé à décider de me représenter. Puis ça a été une décision quand même difficile parce que d'un point de vue, tu l'as mentionné, ça fait 10 ans que je fais de la politique, mais il y a une chose qui a changé dans ma vie. Maintenant, je suis père, j'ai un enfant de 9 mois et c'est exigeant la politique. C'est des allers-retours constants, c'est des horaires de fou. Mais la perspective d'un retour en arrière avec M. Poilievre m'a motivé. Maintenant, avec la crise et avec l'arrivée de M. Carney, ça me motive encore plus. Quel rôle le Québec pourrait jouer dans l'ensemble? Bien, le Québec occupe une place fondamentale au Canada. Je veux dire, c'est une part importante, non seulement de notre identité, de notre culture, mais certainement aussi de notre économie. Puis, je crois que l'exemple qu'on a ici à Québec, et tu en témoignes, d'une immigration qui est réussie, où les gens... Je sais qu'il y a des défis, il y en aura toujours, mais il reste que quand je regarde autour de moi, puis à travers aussi tes yeux, Florent, et ceux de Diaspo, puis quand je vois ce qui se fait ici, il y a quand même une belle diversité qui contribue énormément au tissu social et à la fabrique économique de Québec, et je pense que c'est reconnu par beaucoup dans la population, ici en tout cas à Québec. Et actuellement, on sait que là vous avez commencé le porte-à-porte, et quel est le pool que vous ressentez, le cœur même des enjeux les plus importants qui font vibrer la population de Québec, ou au moins de votre circonscription, Louis Hébert, lesquels ressortent le plus? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, toute la gestion de notre relation avec les Américains, c'est ce qui préoccupe le plus les gens. Puis, ce que j'entends souvent, c'est que les citoyens se disent, le 29 avril, il y aura un premier ministre au Canada, ça sera soit Pierre Poilievre, soit Mark Carney. Qui est la meilleure personne pour gérer l'économie canadienne? Quand on connaît la feuille de route de M. Carney, que ce soit comme gouverneur de la Banque centrale en Angleterre, gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui a navigué en Angleterre le Brexit, au Canada la crise financière de 2008, et pour ceux qui ont la mémoire un peu plus longue, qui se rendent en 2008, là, c'était majeur la crise financière. Et ce que M. Carney a fait pour sauver les investissements des Québécois à la Caisse de dépôt, pour sauver la stabilité de notre système financier, c'est énorme. Sans compter le fait qu'avant ça, au ministère des Finances, il a réussi à redresser les finances publiques avec Paul Martin. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se disent le 29 avril, le choix entre les deux nous semble clair. C'est ce que j'entends sur le terrain. Maintenant, les autres enjeux, parce que ce n'est pas le seul enjeu, c'est vrai. Dans Louis Hébert, on a des enjeux en matière de logement. Il faut qu'on construise plus, notamment du logement abordable. Et pendant plusieurs décennies, le gouvernement fédéral, sous des administrations libérales et conservatrices successives, s'était désengagé du logement. Et depuis 2015, on est de retour. Et on est de retour au point où ici, dans le comté, c'est plus de 550 logements abordables qui ont été bâtis au cours des dernières années. Dans la région, c'est des centaines, voire des milliers, quand on combine tous les comtés de la région de Québec. Et ça, c'est fort de l'appui du fédéral. Donc ça, c'est un enjeu. J'ai l'Université Laval dans mon comté. Les investissements qu'on a fait en recherche, il y a quand même beaucoup de monde qui m'en parle aussi, qui veulent à tout prix éviter un retour aux années conservatrices où, je veux dire, ça a été des années de vaches maigres pour la recherche, pour la science. Et finalement, Louis Hébert est un comté qui a quand même une grande mixité sociale, c'est-à-dire que tu as des partis, quand même des axes de défavorisation dans Louis Hébert, où il y a des gens qui dépendent aussi de politiques comme l'allocation canadienne pour enfants qu'on a mis en œuvre, qui a sorti 40%, qui a réduit de 40% la pauvreté infantile au pays. Puis je te donne un exemple. Dernièrement, j'étais dans un club Rotary. Et une dame, elle vient me voir, elle me dit, « Monsieur Lightbound, moi, je vais toujours voter pour vous parce que
Je suis mère monoparentale de 5 enfants, et si ce n'était pas de l'allocation canadienne pour enfants, on n'aurait pas un toit sur notre tête. Mais pour moi, c'est ce qui a motivé mon engagement en politique, c'est ce qui le motive toujours, et c'est ce qui est en jeu à la prochaine élection. Donc ça, c'est beaucoup de ce que j'entends. On semble ressentir comme si bientôt il y aura ici au Québec, à Québec, la disparition de la classe moyenne. Il n'y aura que des pauvres et des riches. Mais c'est intéressant. Dans la presse cette semaine, il y avait une analyse sur justement cette question-là. Et ce qu'on a observé au cours de la dernière décennie, c'est qu'au contraire, la classe moyenne s'est agrandie. Donc, elle est passée à 42% versus à peu près 40% qu'elle était. Donc, il y a eu, la tendance s'est inversée par rapport à la classe moyenne au Canada, notamment en raison de politiques comme l'allocation canadienne pour enfants, qui offre un filet social qui permet à des gens d'y rester dans la classe moyenne quand ils ont des contre-coups. Mais c'est sûr que pour moi, et c'est là où j'adhère à l'approche de M. Carney, c'est que je pense qu'il faut créer de la prospérité, créer de la richesse, bâtir le Canada, et si on arrive à augmenter notre productivité, bâtir une économie plus résiliente, tout le monde en profite. Mais pour ça aussi, il faut qu'on ait des politiques sociales comme l'allocation canadienne pour enfants, comme aussi le régime canadien de soins dentaires, qui a permis ici à Sainte-Foy, là, à peu près 9000 aînés et enfants d'aller voir un dentiste alors qu'ils n'en avaient pas les moyens au cours des dernières années. Et là, ce programme-là va être étendu à l'ensemble de la population pour les ménages qui gagnent moins de 90 000. Pour moi, c'est majeur. N'importe qui a déjà eu un mal de dents, c'est que c'est invivable, un mal de dents. Donc, puis là, on ne parle pas de la prévention qui se fait juste à consulter un dentiste. Donc, pour moi, c'est ce genre de politique-là qui me motive à me dire oui, je me réengage, comme tu le mentionnais. Vu que vous parlez bien de Mark Carney, notre nouveau Premier ministre, êtes-vous vraiment à 100% pour sa nouvelle politique qui touche l'immigration et bien sûr la tangente qu'il est en train de prendre? Oui, bien, je crois que ce qui anime, et pour ma part, je comprends nos décisions en matière d'immigration, c'est qu'il faut être sûr que les seuils respectent la capacité d'accueil au Canada. Mais là où je pense que M. Carney arrive avec une nouvelle façon de faire, un nouveau style de gestionnaire et de leadership, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gains d'efficience qui doivent se faire à Ottawa, dans l'appareil de l'État. Et probablement qu'IRCC est un des ministères qui aurait le plus à gagner aussi, parce que je le sais, les délais sont beaucoup trop longs. On le sait, à mon bureau de comté, c'est 90% de ce qu'on fait, c'est des cas d'immigration. Et c'est le parcours du combattant pour bien des gens qui sont dans ces rouages-là du système. Et je pense que d'avoir une approche qui est fondée non pas sur combien on investit, mais quels sont les résultats. Et c'est ce qu'amène l'expérience de Mark Carney. Je crois que ça va être utile, notamment à IRCC. En tout cas, le fédéral fait du yo-yo avec les quotas. Et est-ce que, actuellement, qu'on a carrément fermé l'immigration, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'on compte l'ouvrir bientôt? Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents qui sont là et qui ont leur famille encore à l'extérieur et qui ne parviennent pas à s'en sortir? Ben, quel est le message que vous pouvez porter à ces gens-là? En deuxième volet, l'augmentation des frais de scolarité des étudiants étrangers, ça aussi, est-ce que le parti pense à ça? Mais il y a beaucoup de ça qui relève du gouvernement provincial aussi. Et c'est là où... le gouvernement provincial, ils envoient ça au fédéral, le fédéral renvoie au provincial. Et oui, mais c'est une compétence partagée, l'immigration, avec le gouvernement du Québec. Puis le gouvernement du Québec a sa volonté, qu'on soit d'accord ou non, mais disons qu'on n'a pas complètement les coups des franches. Il faut travailler avec Québec là où la juridiction se recoupe. Peut-être un jour, il me faudra recevoir les deux ministres d'immigration, comme ça. Côte à côte, oui, ça sera peut-être mieux. Ils ne vont pas se tirer à distance. Là. Possible. Mais une chose est certaine, je pense que dans tout le discours par rapport à... Je sais qu'on a parlé un peu de la crise du logement. Et souvent, le lien se fait avec l'immigration et la crise du logement, mais c'est un lien un peu facile. Certes, quand on accueille beaucoup d'immigrants, ça met de la pression sur, que ce soit les garderies, les écoles et le logement, en effet. Mais
l'immigration amène aussi beaucoup de gens qui contribuent à notre économie. Et il suffit de se promener en Beauce, dans Bellechasse, ici dans la région de Québec. Moi, j'ai des entrepreneurs qui, quasiment à chaque semaine, me disent, là, sans les travailleurs étrangers qui viennent nous aider à faire des produits de qualité qu'on vend, qui font rouler l'économie, on va devoir réduire nos opérations. Et ça, c'est pas bon pour personne. Donc, je crois qu'il faut avoir une approche qui est basée vraiment sur les données, qui est humaine. Mais c'est pas simple, l'immigration, je te le concède. Et vous croyez que ça, avec M. Carney, ça va changer ça? Ben moi, ce que j'espère, d'abord et avant tout, c'est qu'on gagne en efficience à IRCC, parce qu'il y a des humains derrière, des fois les statistiques ou les chiffres, et derrière les délais qu'on observe. Et je pense que sa volonté, par exemple, d'utiliser comme levier les nouvelles technologies, je pense que ça peut être utile, mais c'est aussi quelqu'un qui, fort de son expérience, entre autres dans le secteur privé, est orienté vers les résultats. Et déjà, d'offrir un service de qualité aux gens qui sont dans ce système, qui sont pris dans le système, je pense que c'est un must. On est presque sur la fin de notre émission. On sait que depuis sa prise de pouvoir, M. Carney est beaucoup plus tiré par les décisions en rapport à M. Trump et à gérer la crise que de mettre l'accent sur les élections qui s'en viennent. Bien sûr. Alors, selon vous, quelle est la politique gagnante? Mais je crois que c'est indissociable quand on pense à l'élection qui s'en vient de penser à ce qui se passe au sud de la frontière. Parce que bien que ça n'occulte pas nécessairement tous les autres enjeux, c'est majeur. Le risque est à toute fin utile existentiel pour l'économie canadienne. Il faut quelqu'un qui est solide pour naviguer à travers ces turbulences-là, à travers cette crise. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le choix est plus qu'évident à choisir entre M. Poilievre et M. Carney. Parfait. Alors, mon avant-dernière question. Pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui, et d'ailleurs, il y en a certainement qui ne savent pas qu'ils doivent voter et qui doivent voter pour vous parce qu'ils sont dans votre circonscription. Très rapidement, votre circonscription, ça s'étend entre? Moi, c'est vraiment là, les anciennes villes de Sainte-Foy, presque tout Sillery, j'en ai perdu une partie à l'est de la rue Maguire, mais Sillery et Cap-Rouge, si vous résidez dans ces secteurs-là de la ville de Québec, c'est définitivement Louis Hébert et ce serait un honneur de pouvoir compter sur votre appui. Puis, alors qu'on termine cette entrevue, moi j'ai toujours été beaucoup alimenté dans ma carrière politique des contacts que j'ai avec les gens. Je pense être quelqu'un de très accessible, le plus possible. Et j'invite les gens aussi à venir à ma rencontre s'ils ont des enjeux qui les préoccupent ou qui aimeraient voir discuter davantage dans le cadre de la présente campagne. Ça va me faire plaisir d'en discuter. On sait que ça fait longtemps que vous êtes toujours député. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques idées de changer, d'aller peut-être à un autre poste si jamais M. Marc Carney vous faisait appel en tant que ministre ou alors, je ne sais pas, un autre poste que député? Est-ce que vous aurez un goût pour autre chose? Moi, il y a des gens qui vont en politique pour être quelqu'un, il y en a d'autres qui vont en politique pour faire quelque chose. Je suis maintenant plus que jamais, après 10 ans en politique, très conscient de ma capacité d'action comme député. Donc pour moi, être député de Louis Hébert, c'est tout ce que je recherche. Alors on savoure la réélection où? Au Lion Blanc. Rendez-vous est pris au Lion Blanc pour savourer la possible réélection de M. Joël Lightbound. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue avec M. Joël Lightbound qui, après 10 ans en politique, se sent encore la force, l'envie et surtout la détermination d'aller plus qu'au bout de sa vision, à savoir celle de servir ses concitoyens et concitoyennes. Il est important de voter. Que vous votez pour lui ou pour une autre personne, c'est très important que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est sur ces mots que nous allons bien sûr vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à très bientôt avec certainement un autre candidat. Et surtout, n'oubliez pas que nous avions au niveau de la technique, messieurs Mamadou, messieurs Tierno, messieurs Jasmin, tous s'assurant que tout se passe très bien au niveau technique. Merci pour cela et à très bientôt en espérant que vous serez là. Allez, ciao, prenez soin de vous. Bye bye. Merci.
Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.